Très heureux de recevoir ce soir deux membres du groupe RADO, Adrien Macor et Maxence Triclet, pour conclure ce cycle sur la thématique situation. Ce soir, c'est une approche avec encore d'autres enjeux que nous présenterons à Adrien et Maxence. RADO est donc un groupe d'artistes qui se définit à géométrie et signification variable. Ce sigle RADO évoque la figure du RADO EAU. Dans une définition que vous empruntez à Fernand Deligny. Cette définition, c'est donc tronc de bois relié de manière assez lâche. Cela dit à la fois la recherche et l'art, ainsi que la mobilité des aspects et des déploiements de vos travaux en fonction des contextes. Les 8 membres qui composent RADO ont des pratiques diverses, mais je vous cite, partagent un intérêt pour les formes et les conditions d'une pratique collective de l'art, parallèlement à l'activité qui structure leur recherche personnelle. Que ce soit au sein du groupe RADO ou dans leurs approches respectives, Adrien et Maxence travaillent en situation. Nous verrons avec eux comment leur recherche s'inscrit en continuité ou en contiguïté des espaces où elles prennent corps et comment les interactions sociales en sont le fondement. Et nous verrons aussi comment leurs travaux et les situations s'inventent et se façonnent réciproquement. J'ai préparé j'ai essayé de tenir le sujet, ce mot-clé, la situation, et préparer une mise au point théorique, c'est peut-être un bien grand mot, terminologique, disons. Et ça, je crois que ça peut introduire au travail de Maxence, qui sera un exemple, un bon exemple. Partir de quelque part, c'est se situer. Hein. S'il est vrai, je cite le poète Max Jacob, que tout ce qui existe est situé. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, je ne suis pas sûr que ce soit scientifiquement vrai. Que tout ce qui existe est situé. C'est ce que dit Max Jacob. Alors j'écrivais il y a 2 ans, hein, dans le texte conclusif de ce petit bouquin, nous, je parlais ici au nom de RADO, préférons parler de situation plutôt que de projet. Une certaine offre institutionnelle encourage les artistes à travailler et donc à penser par projet. Il peut y avoir de beaux projets artistiques, hein, comme il peut y avoir de beaux projets d'école. Vous savez que les écoles sont vous pousser à faire des projets, travailler par projet. Mais tous les projets ne donnent pas lieu à une situation artistique et toutes les situations artistiques ne procèdent pas d'un projet. On se donne un projet, on lance un projet, mais en toute rigueur, on ne crée pas une situation. Ce qu'on peut faire, c'est d'en repérer au mieux les coordonnées pour échafauder la situation artistique qui éclairera, concentrera et, si possible, déplacera ces coordonnées. Voilà ce que j'écrivais sans trop y penser. J'essaye de m'auto-expliquer là, moi-même d'abord. Alors je n'insiste pas sur la différence projet-situation, hein. Vous m'accorderez sans trop de difficulté, je pense, qu'un projet avorte quand il ne rencontre pas de situation. Quand il ne se convertit pas en situation, je voudrais plutôt préciser le jeu que je faisais ici entre créer et échafauder. C'était mes mots. On ne crée pas une situation, c'est-à-dire qu'on n'en crée pas ex nihilo. On échafaude une situation artistique sur une situation préexistante, un peu comme on construit un échafaudage contre un mur. La métaphore, l'échafaudage, elle nous conduit dans le registre du penser contre. Hein. Lacan a joué là-dessus. Penser contre quelque chose, en faire une critique, mais c'est aussi s'appuyer sur cette chose pour penser. Alors vous me direz qu'un échafaudage n'est pas fait pour attaquer ou critiquer le mur, mais au contraire pour le réparer ou le repeindre. C'est vrai, il y a des limites aux métaphores, mais on peut se demander par exemple comment Maxence pense contre la prison, dans ce double sens. C'est une question qu'on peut se poser. Il y aurait donc 2 situations. Il y a la situation de départ, hein, qui préexiste à l'intervention des artistes, et la situation artistique proprement dite, que ces derniers mettent en place, échafaudent. L'échafaudage appartient au vocabulaire de la construction architecturale. La situation artistique est une situation construite, mais pas à partir de rien, à partir des coordonnées, hein, des aiges, de la situation préexistante. Alors les choses se compliquent un peu. Comment repérer au mieux les coordonnées d'une situation? Je le cite encore. L'idée semble un brin tautologique, puisque si on pense géographie, non seulement coordonnées et repères sont synonymes. Les repères ou coordonnées géographiques, c'est latitude, longitude, altitude. Latitude, longitude, altitude, oui c'est ça. Mais donner les coordonnées d'un point, c'est précisément le situer. Alors peut-on donc situer une situation, et si oui, par rapport à quoi, dans quel référentiel? Alors j'utilisais bien sûr une idée plus prosaïque du repère, hein, je pense notamment à la pratique du repérage avant tournage, mais le sens mathématique et géographique de coordonnées pourrait insister. Il se trouve que RADO prépare aujourd'hui un projet en lycée, pour l'instant ce n'est qu'un projet,
qui pourrait s'intituler orientation. Nous pensons jouer de la polysémie de ce mot, hein, qui est très très présent au lycée via les indications de l'orientation scolaire. Emmanuel Kant, dans un célèbre texte intitulé « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?», écrit « S'orienter signifie, dans le sens propre du mot, d'une région donnée du monde, nous divisons l'horizon en 4 de ces régions, trouver les 3 autres sur tout l'Orient. » À première vue, donc, la situation artistique est forcément incluse dans la situation découverte. Un atelier dans une école, par exemple, ou telle trajectoire sur un territoire. On intervient dans une institution ou sur un territoire, on crée un espace-temps. La prison est un cas exemplaire parce qu'il est clair que l'atelier ne peut pas être plus vaste que la prison. Qu'il ne va pas dépasser la situation prison et même certaines zones à l'intérieur de la prison, pour des raisons évidentes. Alors j'ai bien dit à première vue, car les choses à nouveau sont heureusement plus compliquées. Maxence, moyennant quelques démarches administratives, peut faire sortir, comme ce soir, des images réalisées dans les ateliers et les montrer à des gens hors de la prison, comme il le fait ici. La situation artistique peut donc être plus large, beaucoup plus large que la situation de départ. Cet élargissement de la situation artistique passe notamment par un processus de publication, au sens large, rendre public, mais il y a sans doute d'autres modes. On peut imaginer un travail de réflexion collective qui précède chronologiquement l'arrivée de l'artiste en situation. Rado en Corrèze avait fait une proposition, je crois, valable de ce point de vue, avec un travail intitulé « La plateforme multimodale ». C'est la seule image que je vous montrerai ce soir, simplement pour évoquer la chose, hein, ou un réseau multimodal. On avait pris le terme de ce type de chantier, ce type de, disons, d'aménagement urbain, c'était la place de la gare à Tulle. Un réseau que nous avions pensé nous-mêmes multimodal, qui mobilisait les ressources du langage, l'actualité internationale, la grande et la petite histoire, hein, et des modèles littéraires. Il y a notamment des jeux d'homonymie sur le nom, sur le toponyme Tulle. Le tulle, au tulle, le tissu, c'était une installation, un travail à 3-4, là où on avait vraiment essayé de comprendre une situation, que je pourrais détailler tout à l'heure, et d'élargir justement, non pas concentrer, mais élargir. Je peux dire simplement, pour contourner ce travail de redéfinition, que Rado, par exemple, est à mon avis moins un groupe qu'un collectif, hein, dont les membres travaillent parfois en groupe, dans des groupes, avec des groupes, et essaient de rendre publics les résultats de ces activités. Je pense qu'il faudrait ici partir du groupe, parce que c'est, je crois, le niveau de réalité qui est le plus, disons, qui résiste le mieux au projet. Nous sentons que la forme spécifique prise par le composé groupe collectif public au cours d'une activité artistique détermine en partie la portée politique de cette activité. Je crois qu'il faut immédiatement ajouter qu'elle la détermine seulement, elle ne constitue pas en elle-même une politique des formes artistiques. Cette politique devant être déduite par définition des formes. Voilà, je m'arrête là, j'ai fait des développements ultérieurs. Alors depuis 3 ans, j'ai entrepris de photographier dans plusieurs prisons françaises avec l'idée de documenter l'influence de l'architecture sur les conditions de détention. Comme vous pouvez l'imaginer, la surveillance détermine largement l'architecture des prisons, si bien qu'y faire des images, c'est se placer dans un jeu des regards surdéterminé et inégal. En m'intéressant à l'architecture, j'ai mis cette difficulté au centre de mon travail photographique. Et j'observe ces lieux comme des machines optiques qui forment et déforment les corps et les regards. Je vais vous montrer une petite partie des photographies que j'ai réalisées dans 5 prisons françaises, sur les 7 dans lesquelles je suis allé travailler, ainsi qu'un ensemble d'extraits de textes qui accompagnent les images. Ça, on pourrait dire que c'est une sorte de prologue. C'est un document qui montre une prisonnière, Christine Ribadi, qui a été contrainte d'être photographiée par des surveillants pour sa carte d'identité interne à son arrivée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en juillet 2014. Son avocat l'avait utilisé comme preuve de la violence subie par sa cliente dans un procès dans lequel elle était, elle, accusée de violence et rébellion suite aux plaintes de 9 surveillants. Après avoir échangé avec elle, et qu'elle ait accepté, son avocat m'a confié
la carte et j'en ai fait cette sorte de reproduction. Voilà. Pour moi, ça a été une sorte de repère, si j'ose dire, cette photographie, dans le sens où elle m'a indiqué tout au long du travail que voilà, la photographie en prison, c'était d'abord ce geste-là, et que la photographie était dans cet endroit, particulièrement dans cet endroit, mais disons en général, possiblement un instrument de contrainte et en tout cas le lieu d'une relation de pouvoir. À vrai dire, je n'avais pas vraiment le projet de travailler sur la question des prisons. C'est une recherche qui s'est imposée après une invitation en 2012 à mener un atelier à la Maison d'arrêt de Strasbourg. J'avais accepté par souci de considérer cette réalité comme une composante de la société, mais aussi avec beaucoup de questions et de réticences. Les photographies de prison que je connaissais se ressemblaient toutes et m'apprenaient peu de choses des réalités qu'elles étaient censées décrire. Portes, couloirs, barreaux, serrures, cette répétition de stéréotypes visuels me semblait indissociable du sujet et je risquais moi aussi d'être réduit à illustrer l'idée d'enfermement. Je ne voyais pas non plus comment faire des photographies à l'intérieur d'un système de surveillance, c'est-à-dire dans un espace où l'échange de regards est déséquilibré, voire escamoté. Il me semblait aussi que photographier en prison, c'était risquer de redoubler l'enfermement, car cadrer revient à enfermer. Ce projet d'atelier n'a finalement pas eu lieu, mais j'ai pu visiter la maison d'arrêt et des bizarreries architecturales m'ont conduit à m'intéresser à l'histoire de l'architecture carcérale. Alors, je vous montre un ensemble d'images sur le centre de détention de Caen, qui a été construit en 1820, d'une capacité de 400 places et qui rassemble des condamnés à des peines longues. Les cellules restent ouvertes la journée et sont fermées la nuit. Alors bon, moi dans mon travail, là, je mélange, je dirais exprès, des types de prisons qui en réalité n'ont absolument rien à voir, parce que sous le terme de prison, il y a au moins 3 grandes familles, en réalité il y en a même plus que ça, mais il y a les maisons d'arrêt où sont placés les prévenus, c'est-à-dire ceux qui sont en attente de jugement, et les condamnés à des peines de moins de 2 ans, où en général, là, les portes sont fermées jour et nuit en dehors des 2 heures régulières de promenade. Il y a les centres de détention dans lesquels les gens sont condamnés à des peines supérieures à 2 ans. Oui, et donc, dans les centres de détention, c'est un régime de cellules individuelles strictes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de place, on reste en maison d'arrêt. La maison d'arrêt est le seul endroit qui est concerné par la question de la surpopulation carcérale, dont on entend souvent parler. Les centres de détention sont des lieux où il y a uniquement une personne par cellule. Et c'est en général un régime de portes ouvertes, c'est-à-dire que les portes sont ouvertes la journée, enfin dans certains horaires, les prisonniers peuvent circuler dans l'espace et ils regagnent leur cellule la nuit. Et il y a ensuite les maisons centrales, qui sont des sortes de centres de détention avec un régime de surveillance et de sécurité plus fort, si bien que c'est des peines longues, disons, dans lequel, bon, ça résume un peu mal, mais disons que c'est une sorte de centre de détention avec des portes fermées, quoi. Voilà. En gros, c'est pas toujours ça, parce que les régimes de détention peuvent être un peu différents. Donc, vous voyez ce diptyque d'images, là, c'est un champ contre champ qui correspond aux 2 points de vue qui organisent l'architecture, celui du prisonnier et celui du surveillant, ou du prêtre au centre de l'édifice. Toutes les portes sont orientées vers ce point central afin que les prisonniers puissent assister à l'office sans se voir entre eux et que le surveillant principal puisse voir l'entrée de toutes les cellules et surveiller ainsi les relations des surveillants avec les prisonniers. Je vous montre d'autres images de cette architecture. Ça, c'est sur ma proposition, des prisonniers commencent à fabriquer une maquette d'après une des gravures de Piranès de la série des Carceri d'Invention, prison imaginaire de 1761.
Jacques P. montre qu'il peut toucher les murs latéraux de sa cellule en écartant les bras. Juillet 2016. En fin de matinée, les quelques 200 prisonniers qui travaillent dans la zone d'activité de 20 000 m² de la prison regagnent la détention. Alors évidemment, en commençant les repérages pour ce travail, j'ai été très surpris par la diversité des prisons que j'ai pu visiter. Pour sortir des stéréotypes, je me suis dit qu'il fallait montrer les spécificités de ces lieux, montrer des prisons plutôt que la prison. D'ailleurs, souligner les différences d'architecture revient à interroger la nature de la peine et la définition de la peine. Car dire qu'un prisonnier est privé de liberté, simplement privé de liberté, dire que la prison est une privation de liberté, m'a toujours paru insatisfaisant. Il est condamné à rester un certain temps entre certains murs. Si bien qu'on peut dire que la prison est en réalité une peine d'architecture et qu'elle est donc très variable en fonction des qualités de celle-ci. J'engage une conversation sur l'architecture de l'atrium et le rouge très agressif de l'entrée. Cette conversation n'intéresse pas mes acolytes. En revanche, il m'interroge sur l'appellation atrium. Je la crois d'usage commun puisque je l'emprunte aux surveillants qui m'ont fait visiter la prison. En tendant l'oreille, je m'aperçois que Ange, un des prisonniers, prononce le tridium. C'est la contrie, dit-il. Toi tu vas là, toi tu vas ici. J'ouvre le dictionnaire de la bibliothèque pour retrouver l'idée d'espace central d'un édifice. La définition n'est d'aucun effet, je doute même d'avoir été entendu au milieu de la conversation. L'étymologie fantasque avancée par Ange est manifestement plus forte. Ainsi, chaque fois que par la suite il mentionne l'atrium, j'entends le tri-homme, sans parvenir à savoir si c'est mon écoute ou sa prononciation qui dévie. Et de fait, à la fin de chacune de mes visites, c'est dans cet espace qu'il faut nous saluer avant d'aller retrouver nos espaces de vie respectifs. Julien voulait que je le photographie dans les vêtements de son père selon une mise en scène précise. Sa montre devait être bien visible au poignet gauche et son pouce de la main droite pointé vers le bas. Cette image est un message à usage privé. Elle dit que les chaussures et le costume ont bien été reçus, que le temps passe et que le moral ne va pas. Il veut ensuite mettre en scène ce qu'il appelle le deuxième procès. Ses intentions sont précises et il a prévu les accessoires. Poubelle en plastique, pommes de terre, lunettes de soleil. Je ne comprends pas de quoi il s'agit, mais je fais de mon mieux pour photographier la scène qu'il organise. Un mois plus tard, je reviens avec les images et il m'explique. Quand on entre, on est jugé une deuxième fois par les autres prisonniers. Pourquoi t'es là? T'as fait quoi? La pomme et la pomme de terre, c'est pour dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a les militaires et les pommes de terre. Il y a les maestros et les fatigués de la tête. Il y a les vrais voyous à qui on doit le respect. Il y a des fatigués de la tête qui sont là et qui posent aussi des questions. C'est le deuxième jugement. Tout le monde passe par là en prison. Excuse-moi. Ouais. Tu fais un protocole quand tu travailles avec les prisonniers avant? Non. Là, il y a des objets, etc. C'est eux qui amènent? Non, là, c'est moi. Comment ça se passe dans la relation? Là, ils m'utilisent. Uniquement. Pardon? Et comment tu rentres en contact justement sur cette notion d'utilisation? Je propose. Tu te présentes, tu dis ouais, vous faites ce que vous voulez avec moi. Non, en fait, je leur présente. En gros, je leur présente à peu près dans les termes que j'ai fait au début de ma présentation, les raisons pour lesquelles je fais ce travail, les problèmes que je vois à faire de la photographie en prison, et je leur demande s'ils sont d'accord pour m'aider à ce qu'on essaye de traiter ces questions-là ensemble à travers une pratique commune. Puis je leur apprends un peu à faire Je fais ce qu'on fait dans un atelier, c'est-à-dire je leur apprends à manipuler un appareil photographique. Mais sinon, je propose. En fait, j'ai vraiment pas de protocole, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé de manière très différente dans chacun des lieux, puisque justement chaque lieu avait un fonctionnement très différent auquel il fallait que je m'adapte. Il y avait des contraintes de circulation, enfin c'est tout un jeu de contraintes, travailler en prison. Donc, et ces contraintes, c'est-à-dire au lieu de travailler contre, j'ai travaillé contre, mais plutôt tout contre. C'est-à-dire que je m'y suis souvent plié avec l'idée que ce qui allait s'imposer à moi dans ma pratique avait une fonction documentaire.
dans le sens où elle allait parler de la manière dont de la liberté, des contraintes qu'on avait dans l'espace dans lequel on était. J'ai passé à peu près entre 10 et 20 jours par lieu. De manière continue ou... Non, de manière justement discontinue, c'est-à-dire... alors bon, ça justement, ça dépend des endroits, mais là, par exemple, dans celle-là, ça a été des 3 jours, 4 jours, 4 jours, 3 jours, quoi. Et l'espace entre ces moments-là sont extrêmement importants, parce que c'est des moments où, d'une part, moi, je pense à ce qui s'est passé, et où, du coup, je peux aussi... envisager différemment la suite, parce que s'il n'y a pas évidemment de protocole et de programme, il faut quand même se laisser un peu le temps de penser ce qui est en train de se dérouler. Et puis aussi, chez mes interlocuteurs, il se passe des choses. Là, déjà, ils attendent les images, parce que comme je travaille en pellicule, on ne les voit pas tout de suite. Ce qui est une chose qui m'intéresse beaucoup, en fait, de rendre la chose plus compliquée, notamment pour la censure des images, etc. Enfin, ça a eu toutes sortes d'intérêts. Parfois, j'ai créé un labo dans la prison pour faire du tirage, avec l'idée, encore une fois, pas tant de les occuper ou de les intéresser à une activité ludique, bien que ce soit, enfin, je suis toujours favorable, mais aussi parce que je trouvais que c'était un bon moyen de passer du temps à regarder ensemble les images et à en parler, parce que sinon il y a une chose qui est assez intimidante comme ça, de mettre des images sur une table ou de les projeter et puis de dire bon alors qu'est-ce que vous pensez de cette image ou celle-là. Je trouve plus intéressant que ça passe par ah ben celle-là on a envie de la tirer. Et pourquoi on a envie de la tirer celle-là? Ben, au moment où on est en train de le faire, on peut continuer à se poser la question. C'est dans le fond, moi j'ai l'impression que ce travail en prison, ça m'a fait réenvisager autrement mon rapport aux images à cause de ce système de contraintes. Après, peut-être la deuxième, j'aurais plein d'autres images à vous montrer, mais la deuxième chose, vous avez vu, le titre ça s'appelle Nos prisons. Et derrière ce titre, il y a une idée, enfin il y a plusieurs idées, mais notamment celle qui consiste à dire que ces prisons-là, dont on connaît quand même très très peu les réalités, moi j'ai été extrêmement surpris de tout ce que j'ai vu et de la diversité incroyable de ces endroits-là. J'ai du coup mesuré aussi le fossé avec le peu de débat public qu'il y a sur la question de la prison, qui est en gros limité à la question de la surpopulation carcérale, voilà, qui est en réalité un problème totalement conjoncturel, qui n'est pas du tout, on dit toujours que c'est un problème de fond, mais c'est tout sauf un problème de fond, c'est vraiment un problème de circonstances qui concernent en plus qu'une toute partie des prisons. Et je trouve très étonnant en réalité que nous, citoyens, on se préoccupe si peu, et du coup les politiques aussi, se préoccupent si peu de savoir comment sont construites les prisons et comment elles fonctionnent. Étant entendu, du coup, là maintenant, moi j'ai bien compris qu'il y avait des fonctionnements et des architectures extrêmement différentes qui sont en réalité, tous ces fonctionnements et ces architectures, sont entièrement délégués à une administration, c'est-à-dire pas à un pouvoir politique, mais à des techniciens en fait, et qui me semblerait important que nous ressaisissions de ces questions-là. Et je pense, si vous voulez, juste pour finir, oui, c'est que la photographie, la représentation audiovisuelle en général, a un rôle très très fort dans cette méconnaissance de ces endroits-là, puisqu'il me semble que la plupart des photographes et des cinéastes qui vont en prison cherchent à illustrer l'enfermement. Et cherchant à illustrer l'enfermement, ils sont en fait pris au piège de ce système comme ça de visibilité carcérale. Ils reconduisent des stéréotypes et en fait ils ne peuvent pas produire d'informations.
Et du coup, toutes les prisons se ressemblent, puisqu'il faut que les images ressemblent à des images de prison. Et ça, c'est une des... Je ne pense pas trahir ta pensée en disant quand même un des intérêts des ateliers, mais dans tout contexte, c'est quand même de voir arriver des choses qu'on n'aurait pas pu prévoir. D'où aussi l'hétérogénéité du travail, c'est, je pense, moins un choix aussi que disons, la cohérence avec le mode de travail choisi, quoi. Et puis le nombre d'acteurs engagés. Est-ce que c'est la première fois que ça se produit à ce point-là? Parce que donc, le travail avec le groupe Rado produit de fait une hétérogénéité des formes parce que vous avez des pratiques assez variées. Ça, dans ce que je connais d'autres des travaux, c'est souvent quand même des ensembles relativement cohérents. Est-ce que c'est la première fois que ça va aussi loin dans ces formes variées? Ben oui. Oui, c'est assez troublant d'ailleurs. Comment l'assumer ou non, mais pour moi c'est assez troublant que cette chose-là, qu'une forme de liberté comme ça, des formes, apparaissent dans mon travail, dans un travail en prison. C'est assez curieux. Dans un système de contraintes maximales, dans un endroit où j'ai une contrainte maximale, que ce soit là que je trouve le plus grand panel de possibilités. Est-ce que c'est lié Je me l'explique pas trop. Hein, non, ouais. Est-ce que ça peut être lié à d'autres choses hors cette expérience-là? Oui, ça l'est, oui. Ouais, c'est lié notamment à mon enseignement. Bon, c'est une autre histoire, mais enfin, je sais plus, j'en parle. C'est lié à mon enseignement et notamment au fait que j'ai enseigner, c'est se décentrer beaucoup de sa pratique et j'ai été amené ces dernières années là à essayer d'ouvrir au maximum les propositions que je pouvais faire aux étudiants en termes même d'initiation pour expérimenter ce qu'on pouvait faire avec le médium photographique et du coup j'ai été amené à réenvisager ça assez naturellement dans ma pratique. Voilà. Donc c'est vrai que tu as raison de poser la question parce que ce serait un peu bizarre quoi, de penser que c'est juste le fait d'arriver en prison et puis tout d'un coup ça se met comme ça. Moi la question qui m'intéresse, je pense aussi celle qui intéresse Maxence, c'est la question de la valeur politique de l'art. Et là, on rentre dans les paradoxes, parce que je pense qu'il faut défendre une idée non utilitaire, c'est-à-dire que nous, on nous a demandé pour les enfantillages, mais en quoi vous différenciez ça de l'animation, par exemple. L'animation, c'est des vraies questions qui se posent, à mesure où nos procédures peuvent ressembler à ce qu'on appelle l'animation, qui ne me paraît pas d'ailleurs moi un mot laid, ça c'est un débat qu'on a tous les deux, à quelques radeaux, on détache de l'animation comme réalité, disons aussi, demande institutionnelle, mais le mot est assez joli. Je crois qu'il faut défendre le caractère. On a fini dans les quelques rencontres qu'on a fait après les enfantillages par défendre la valeur des formes, la valeur des images et des métaphores comme étant, disons, des choses à travailler, à faire disons comme étant politique, la grande attention portée aux transformations à l'intérieur d'un atelier, même réduit dans le temps. On a fait ce qu'un instituteur ne pouvait pas faire, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps, un peu de temps en amont pour préparer la chose et beaucoup de temps en aval pour traiter et cette attention aux formes qui est la condition de la subsistance d'un espace, disons,
artistique, où l'intention n'est pas commandée par les besoins du quotidien, est en elle-même politique. Bon, ça c'est une position assez simple, mais il faut la rappeler constamment. Dans les époques aussi d'urgence politique, on a l'embarras du choix sur les causes à défendre, et où disons l'existence même de cette possibilité, de faire de l'art, de regarder de l'art, peut disparaître derrière les causes politiques. Donc il y a ce paradoxe-là maintenant. Moi j'ajouterais que, y compris dans une situation comme la prison, qui est quand même en elle-même, appelle comme ça un discours politique, etc. Moi je tiens beaucoup à essayer que le travail garde des zones d'ambiguïté et qui ne soit justement pas trop porté par le discours politique que moi je pourrais tenir dessus. Et c'est un peu aussi l'enjeu des œuvres que j'essaie de faire, c'est qu'elle laisse un espace de projection au regardeur. Moi je pense assez fortement qu'un art directement politique comme ça ferme un peu cet espace. Merci beaucoup en tout cas. Merci.